L'histoire de l'astronomie est bien distincte de celle des mathématiques. La preuve en est que toutes les civilisations ont développé une connaissance des étoiles, mais peu ont inventé le calcul astronomique. Parmi les civilisations anciennes, je vous ai raconté l'astronomie des Mésopotamiens, leurs prédictions d'éclipses et leurs calculs par interpolation. Concernant les Égyptiens, il est raisonnable de s'attendre à des réalisations analogues. Eux aussi connaissaient les mathématiques, et même si on en croit Hérodote, c'est en Égypte que serait née la géométrie. Et d'ailleurs, le vestige astronomique le plus ancien que l'on connaisse est égyptien. C'est un cercle mégalithique dont la disposition permet de penser qu'il a été utilisé au moins comme calendrier. Et puis le grand astronome de l'Antiquité s'appelle Ptolémée, vous le savez. C'est bien un nom égyptien. Et non seulement il était né en Égypte, mais il a travaillé à Alexandrie toute sa vie. Et il n'a pas été le seul. Les successeurs d'Alexandre, qui régnaient sur l'Égypte, s'appelaient souvent Ptolémée, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Les premiers d'entre eux ont réussi à transférer le centre du savoir grec d'Athènes à Alexandrie, avec des vicissitudes diverses. Les suivants l'y ont maintenu pendant environ 8 siècles. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire du temps d'Archimède, j'aurais plus vite fait de vous citer ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Alexandrie que ceux qui y ont travaillé. Archimède était sicilien, mais ses contemporains, Ératosthène, Apollonius, Conon, Dosithée, vivaient tous à Alexandrie. Après eux, Héron, puis Ptolémée, puis Diophante, puis Papus ont aussi travaillé à Alexandrie. Et cela a duré encore au moins jusqu'à Hypatie. À propos, vous la voyez ici faire tout ce qu'elle peut pour sauver les manuscrits de la bibliothèque des sauvages qui s'apprêtent à la massacrer. C'est du cinéma. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait même pas si la bibliothèque existait encore du temps d'Hypatie. Et il pourrait y avoir eu plusieurs destructions successives avant la disparition définitive. Parmi les accusés, on cite souvent Jules César, aussi les premiers empereurs chrétiens, et bien sûr les conquérants arabes, tous sans aucune preuve ni témoignage crédible. Mais ce n'est pas le sujet. C'est d'autant moins le sujet d'ailleurs qu'Alexandrie a toujours été considérée comme une ville grecque et non égyptienne. Les savants qui y travaillaient s'exprimaient en grec. D'ailleurs, les témoignages d'époque montrent que les Égyptiens voyaient souvent Alexandrie comme une ville étrangère et les Ptolémées qui y régnaient comme des usurpateurs. Ce que nous voudrions connaître, c'est l'astronomie des vrais Égyptiens, ceux du temps des pharaons. Comme tous les peuples, semble-t-il, les Égyptiens avaient une mythologie liée aux astres. Comparativement aux autres aspects de leur culture, et en particulier aux mathématiques, on connaît plutôt bien la mythologie égyptienne. C'est grâce à leur livre pour sortir au jour. En Occident, on l'appelle le livre des morts, parce que ce livre suivait les morts dans l'au-delà et les aidait à franchir l'épreuve du jugement d'Osiris. On en a retrouvé de nombreux exemplaires accompagnant les momies dans leurs sarcophages. D'après le livre pour sortir au jour, la déesse Nout est mère de pas moins de 5 dieux, dont Osiris. Elle est la déesse du ciel, elle figure la voûte céleste et peut avoir été assimilée à la Voie lactée. Elle est souvent représentée, comme ici, avec un corps immensément long qui entoure la création. Vous la voyez encore ici sur le plafond du tombeau du pharaon Ramsès VI. Remarquez les points rouges en haut sur son corps. Il figure des étoiles, mais elles sont régulièrement espacées. Il s'agit évidemment d'une représentation symbolique, pas astronomique.
Voici une moitié du plafond dans le tombeau de l'architecte de la reine Hatshepsut, au XVe siècle avant notre ère. Il s'appelait Senenmut. Et il est possible qu'il ait été aussi astronome, vu les détails représentés sur ce plafond. Remarquez en particulier les personnages en bas de l'image, qui portent sur leur tête des étoiles figurées comme des points rouges. Remarquez aussi les 12 cercles, chacun divisé en 24 secteurs, qui pourraient être des heures. Le calendrier égyptien n'était pas directement lié aux astres, mais plutôt aux crues du Nil. Il se composait de 12 mois de 30 jours, avec 5 jours supplémentaires à la fin, considérés comme les anniversaires des 5 enfants de la déesse Nout. L'introduction d'un jour supplémentaire tous les 4 ans est contemporaine d'Ératosthène et Conon. Tous les ans, le lever héliaque de l'étoile Sirius coïncidait à peu près avec le début de la crue du Nil, l'événement majeur qui déterminait les récoltes de l'année. Voici l'autre moitié du même plafond. De nombreuses étoiles y sont représentées. Les spécialistes s'accordent à peu près sur les planètes. Quant à reconnaître les constellations, c'est une autre affaire. Vers le milieu de l'image figure une sorte d'amande avec 3 étoiles en travers. Ce pourrait être le baudrier d'Orion, qui était assimilé à Osiris. Pour le reste, difficile d'y reconnaître la disposition astrale d'une date particulière. On comprend d'autant mieux l'émerveillement qu'a provoqué la découverte du zodiaque de Dendera pendant l'expédition d'Égypte. Voyez ici la gravure qui figure dans le compte-rendu de l'expédition. À droite, la déesse Nout étend sa protection sur le spectateur. Le bas-relief est au plafond, donc Nout est couché horizontalement. À gauche, des sortes de vagues, symbolisant l'océan originel, encadrent une représentation circulaire qui ne peut être que la voûte céleste, vue en projection à une date extrêmement reculée. Et du moins, c'est ce que pensent aussitôt les savants de l'expédition d'Égypte, parmi lesquels Joseph Fourier. Je vous ai déjà raconté cette campagne d'Égypte, un désastre militaire transformé en mission scientifique du plus haut intérêt par la propagande napoléonienne et par les savants eux-mêmes. Voici ce qu'on lisait dans le Moniteur universel, qui est l'organe principal du régime, le 19 juillet 1800. Napoléon avait abandonné ses troupes en Égypte depuis un an. Le nouveau commandant en chef, Kléber, avait été assassiné le 14 juin, un mois auparavant. Les temples de Dendera et d'Esné sont les constructions les plus récentes, et les zodiaques qui en décorent les plafonds représentent l'état du ciel à 4800 ans de distance du temps où nous les voyons. Quel peuple a jamais servi aussi puissamment l'astronomie et lui a rendu un plus solide hommage en conservant les résultats de ses observations? L'article est représentatif des préjugés de ces savants qui découvraient les trésors de l'Égypte antique. Leur émerveillement n'avait d'égal que leur mépris pour les populations que l'expédition était censée délivrer de l'occupation turque. Voici comment Édouard de Villiers s'exprime. C'est un des jeunes polytechniciens de l'expédition et la découverte du temple de Dendera lui fait forte impression. Ce qui présente surtout un effet très pittoresque et un contraste bien frappant, ce sont ces restes de maisons modernes qui sont comme suspendus en l'air sur les terrasses du temple. Un village arabe, composé de misérables cahutes en terre, domine le monument le plus magnifique de l'architecture égyptienne et semble placé là pour attester le triomphe de l'ignorance et de la barbarie sur les siècles de lumière qui ont élevé en Égypte les arts au plus haut degré de splendeur. Et il n'en fallait pas beaucoup pour que l'admiration devant l'architecture s'étende
à des prouesses scientifiques supposées. Voici ce qu'en dit Joseph Fourier. Nous sommes le 19 novembre 1801, il vient tout juste de débarquer à Toulon, et sa première lettre est pour son ami Bonnard, à Auxerre. Je viens enfin, mon cher Bonnard, de terminer mon voyage d'Égypte, qui ne me laisse que le plus agréable souvenir. Je suis entré il y a quelques jours dans le port de Toulon, et je suis d'une santé aussi bonne que je puis le désirer après d'aussi longues fatigues. Un peu plus loin, il déclare: il faudra que je donne mes premiers jours à la publication de mon travail sur les monuments astronomiques que nous avons découverts dans la Haute-Égypte. Comme il pourrait se faire que vous n'eussiez pas encore été informé de ces résultats, je vous dirai, pour m'en tenir à une idée générale, que les anciens habitants du climat de Thèbes ont représenté dans les sculptures qui décorent les édifices religieux l'état du ciel tel qu'ils l'observaient alors, et que la disposition de cette ancienne sphère est très différente de celle que nous voyons aujourd'hui, changement qui est principalement dû à la précession des équinoxes. La quantité et même la cause de ce mouvement sont aujourd'hui parfaitement connues, en sorte qu'on peut déterminer l'époque que les Égyptiens ont eu le dessein de représenter. Fourier est sûr de son fait. Voici comment il confirme ses conclusions. Le portrait est dû à l'un des dessinateurs de l'expédition, André Dutertre. Une foule de circonstances accessoires et l'interprétation d'un emblème hiéroglyphique confirment les conséquences que l'on peut tirer de ces sculptures pour assigner l'âge des monuments. On peut fixer ainsi le temps où le peuple égyptien cultivait l'astronomie et les arts, et placer dans leurs véritables limites des époques chronologiques qui semblaient devoir rester toujours ignorées. C'est le début d'une polémique qui allait durer un bon demi-siècle. Elle sera particulièrement vive en 1822, au moment de l'arrivée du zodiaque de Dendera à Paris. L'année précédente, deux soi-disant archéologues, Saunier et Lelaurin, sous couvert d'un sauf-conduit imprudemment accordé, ont pillé le temple de Dendera. À la scie, au burin et même à l'explosif, ils ont fait découper le fameux zodiaque, l'ont ramené à Paris et l'ont vendu à Louis XVIII pour une somme qui, à en croire les convertisseurs, équivaut à 48 kilos d'or. Ce qu'ils ont ramené est le bas-relief que vous voyez. Il est toujours au musée du Louvre. Pour vous expliquer les arguments astronomiques, voici une version colorisée, sans garantie d'authenticité. Le cercle central contient des figures, dans lesquelles on reconnaît sans peine les signes du zodiaque, que les Grecs ont hérités des Mésopotamiens, et qui sont toujours les nôtres. Certains dessins sont plus proches du centre que d'autres, et le plus proche est le lion. À partir de là, Fourier et les autres ont vu les signes répartis en une spirale, commençant par le lion, et en ont déduit que l'année commençait au lion. Cela ne pouvait s'expliquer que par la précession des équinoxes. C'est ainsi que l'on désigne le mouvement de rotation de l'axe passant par les pôles, qui a une période de 25 800 ans. Ce mouvement fait que le point apparaissant comme immobile, qui est actuellement l'étoile polaire, décrit en fait le cercle que vous voyez. Il fait aussi que tous les 2150 ans, le début de l'année change de signe du zodiaque. Il suffit de connaître la date à laquelle l'année commençait dans le signe du lion pour évaluer l'ancienneté du zodiaque de Dendera. Du moins, c'est ainsi que raisonnaient les savants de la commission d'Égypte, Fourier en tête. La démonstration de Jean-Baptiste Biot était beaucoup plus rigoureuse.
Vous le voyez ici caricaturé par Jules Boilly. Biot a soigneusement examiné le zodiaque. Il a relevé avec une extrême précision la position de toutes les étoiles. Il a fait un calcul très savant de la date à laquelle l'étoile Sirius se trouvait à la position indiquée par le zodiaque. Puis il a calculé les positions de chacune des autres étoiles, les a reportées sur un calque à la dimension du zodiaque, et bingo, la coïncidence est parfaite. Enfin, selon lui. La nouvelle date est 716 avant Jésus-Christ. Ah, et l'air de rien, le zodiaque a perdu 13 siècles. Un qui est bien embêté, c'est Jean-François Champollion. Cela fait plusieurs années qu'il travaille sur les hiéroglyphes, et au début de l'année 1822, il touche au but. La lettre décrivant son système de déchiffrement définitif sera envoyée en septembre. En attendant, il publie dans la revue encyclopédique une lettre datée du 25 juillet 1822. Il y met toutes les formes requises pour démontrer que Biot dit n'importe quoi. L'extrait suivant devrait vous convaincre. Il parle d'abord de l'identification des étoiles. Une pareille opération, qui serait bien facile si l'état des choses était tel qu'on le suppose, est tout à fait impossible, puisque 35 de ces étoiles sont symétriquement rangées sur le monument et forment un cercle dont le centre est le même que celui du monument entier. Or, il n'y a rien de semblable dans le ciel. Il explique ensuite leur véritable signification. Les positions d'étoiles réelles qu'on voudrait déduire de ces étoiles figurées n'ont donc aucun fondement, puisque ces étoiles figurées font toutes partie de noms propres, se rapportant à des représentations de personnages qui seuls pourraient tenir la véritable place des constellations, si l'on devait toutefois, ce que nous ne croyons pas, attacher une haute importance à la place relative que ces étoiles occupent, et la considérer comme fixant leur position absolue. Ces étoiles, nous le répétons, ne sont que des signes hiéroglyphiques qui concourent à former un nom propre. Et Champollion de conclure: les études égyptiennes acquièrent tous les jours quelques certitudes de plus. Le temps est venu de renoncer à ce système de spéculation purement conjecturale qui trop longtemps a dominé dans ses études. 6 ans plus tard, Champollion se rend en Égypte. Il visite le temple de Dendera dont il déchiffre les hiéroglyphes. Et le doute n'est plus possible. Le bas-relief que vous voyez montre Cléopâtre avec son fils Césarion. Il n'y a pas d'ambiguïté, les inscriptions donnent leur nom. Ce bas-relief, ainsi que les autres mentions d'empereurs romains figurant dans les inscriptions, tout indique clairement que le temple de Dendera date, au plus tôt, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, fin de la polémique? Biot et Fourier s'excusent platement et on n'en parle plus? Pensez-vous? 20 ans plus tard, Biot publiera encore un mémoire d'une centaine de pages pour montrer à quel point il a toujours eu raison. D'autres publieront d'autres centaines de pages pour démontrer à quel point il avait tort, etc. Et c'est que l'enjeu de la polémique n'est pas seulement archéologique. Regardez le titre de ce mémoire de 1823. Mémoire sur le zodiaque en faveur de la religion chrétienne, par un certain De Dalmas, domicilié à Castelnaudary, qui se dit administrateur d'une province d'Égypte pendant l'expédition. Mais que vient faire la religion chrétienne dans cette affaire? C'est que, pour le christianisme, comme pour la religion juive, la Bible a fixé la chronologie de l'histoire du monde, et il est sacrilège de la mettre en doute. La création
a eu lieu le lundi 7 octobre 3761 avant Jésus-Christ. Le déluge s'est produit 1656 ans plus tard, soit en 2348 avant Jésus-Christ. Enfin, selon une des lectures de la Bible, celle qui préside toujours au calendrier religieux juif. D'autres exégèses ont donné des dates légèrement différentes, mais en gros concordantes. La création a eu lieu environ 4000 ans avant notre ère. Et prétendre à une ancienneté antérieure à la création est tout simplement absurde. Annoncer une datation antérieure au déluge est profondément anti-religieux, c'est saper l'autorité de Moïse, comme celle de la Bible. Pourtant, il y avait déjà eu deux alertes, bien avant l'expédition d'Égypte. Certains missionnaires envoyés en Chine en avaient ramené une chronologie des différents royaumes qui remontait dangereusement loin dans le temps. De plus, une liste de dynasties égyptiennes établie du temps des Ptolémées semblait bien déjà remonter au temps antédiluvien. Mais cela n'ébranlait pas les certitudes des serviteurs de la foi. De l'expédition d'Égypte à l'arrivée du zodiaque en France, on peut distinguer trois périodes différentes. L'expédition elle-même, le consulat et la restauration. Les savants qui étaient partis en Égypte étaient encore imprégnés de la philosophie des Lumières, volontiers anti-religieuse, même si elle n'allait pas jusqu'à l'athéisme déclaré. L'astronome le plus en vue du temps est Jérôme Lalande. Lui ose se déclarer ouvertement athée. Il publie même un supplément au dictionnaire des athées d'un de ses amis. Voici un petit extrait. La spiritualité est d'une imagination exaltée et n'a été imaginée que longtemps après la matière, par ceux qui avaient besoin d'endormir le peuple. L'hypothèse de la spiritualité ne conduit qu'à des extravagances et à des folies. Publier ce genre de pamphlet en 1803 était plutôt osé. Déjà à l'arrivée de Fourier à Toulon, l'ambiance avait changé. En 1801, le concordat entre Bonaparte et le pape Pie VII avait été signé, et la censure du consulat veillait à réprimer les provocations à l'égard de la religion. Et c'est probablement la raison pour laquelle Fourier, toujours diplomate, n'avait pas publié le mémoire qu'il annonçait à Bonnard à son retour. À la Restauration, l'ambiance change à nouveau. Tout ce qui peut rappeler la philosophie des Lumières et la période révolutionnaire est violemment combattu par le parti religieux. D'ailleurs, la première élection de Fourier à l'Académie a été refusée par Louis XVIII pour des raisons idéologiques. La brillante démonstration de Champollion lui vaut les plus chaudes félicitations des défenseurs de la foi. Et pourtant, il n'a jamais prétendu travailler pour eux. Il devait plutôt se sentir proche de Fourier, qu'il avait connu à Grenoble pendant son enfance et qui était probablement à l'origine de sa passion pour l'Égypte. Nous n'avons appris que relativement récemment à séparer les vérités scientifiques de celles de la foi, et du coup, il nous est difficile d'imaginer un temps où la Bible était objet de science, au même titre que les astres. Cet homme, Joseph Scaliger, incarne mieux que ses prédécesseurs la chronologie biblique. Je vous l'ai déjà présenté comme un quadrateur invétéré, incapable de reconnaître ses erreurs. Certes, mais il était aussi un des plus grands érudits du XVIe siècle. Sa maîtrise du latin, du grec et de l'hébreu lui donnait accès à toutes les sources anciennes. Sa chronologie était plus rigoureuse, plus précise que toutes les autres. Et selon lui, la création datait de 3950 avant Jésus-Christ.
ce qui ne justifie pas l'arrogance dont il fait preuve à l'égard de ceux qui avaient discuté la réforme du calendrier en 1583. J'ai vu un gros P qu'a fait Viette sur l'an grégorien. J'ai bien ma revanche. Je savais bien qu'il ne sait rien que sa géométrie, mais encore ne pensais-je point qu'il fût si ignorant. Et il a appris de moi à écrire son nom. Il s'appelait Vietus auparavant, et maintenant il se nomme Franciscus Vieta, depuis qu'il a entendu que son anagramme faisait Cur Asinus Faciet. Pourquoi cet âne le fera? Je montrerai bien combien il est fat et ignorant, et plus encore cette espèce d'Allemand, Clavius, qui n'a fait non plus rien qui vaille en son apologie. Un demi-siècle plus tard, un archevêque irlandais reprend le flambeau de la chronologie. Il s'appelle James Ussher. Il étudie ligne par ligne l'Ancien et le Nouveau Testament et arrive à une nouvelle date précise, le 23 octobre 4004. Ces annales de l'Ancien Testament sont parues en 1650 et ont connu plusieurs rééditions, dont une en 1686. C'est une des dates les plus importantes de l'histoire des sciences, celle où Newton écrit les Principia Mathematica. Je vous ai montré ailleurs qu'en même temps, il s'occupait très sérieusement d'alchimie. Eh bien, on a de bonnes raisons de penser qu'il travaillait aussi sur la chronologie à ce moment-là. Ceci est la page de titre de son dernier livre, publié à titre posthume un an après sa mort. Des versions résumées en avaient circulé de son vivant, au point que, l'une d'elles ayant atterri en France, elle avait été aussitôt traduite, accompagnée d'une réfutation et publiée, le tout sans le consentement de Newton. Et inutile de préciser qu'il n'avait pas aimé le procédé. Vu ce passif, vu l'importance du sujet et la célébrité de l'auteur, il n'est pas étonnant qu'une traduction française soit sortie l'année même de la publication en anglais. La chronologie des anciens royaumes corrigée, à laquelle on a joint une chronique abrégée, qui contient ce qui s'est passé anciennement en Europe jusqu'à la conquête de la Perse par Alexandre le Grand. Comme on pouvait s'y attendre venant de lui, Newton utilise sa connaissance de l'astronomie pour affiner ses estimations. Et bien sûr, son argument principal pour raccourcir l'histoire du monde de plusieurs siècles et pour expliquer les variations entre les différents calendriers n'est autre que la précession des équinoxes. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que, devant les preuves scientifiques qui s'accumulent, la chronologie biblique commencera à être remise en cause. Oh, encore bien rarement et bien timidement. Un des premiers, Buffon, consacre un supplément de son histoire naturelle aux époques de la nature. Il y parle de la lenteur que les sédiments mettent à s'accumuler, de l'origine des fossiles, des mammouths que l'on retrouve en Sibérie, de la séparation de l'Europe et de l'Afrique, et on déduit, fort logiquement, que tout ceci n'a pas pu se passer en 6000 ans. Mais avant d'aller plus loin, hâtons-nous de prévenir une objection grave, qui pourrait même dégénérer en imputation. Comment accordez-vous, dira-t-on, cette haute ancienneté que vous donnez à la matière avec les traditions sacrées, qui ne donnent au monde que 6 ou 8 000 ans? Quelque fortes que soient vos preuves, quelque fondés que soient vos raisonnements, quelque évidents que soient vos faits, ceux qui sont rapportés dans le livre sacré ne sont-ils pas encore plus certains? Les contredire, n'est-ce pas manquer à Dieu qui a eu la bonté de nous les révéler?
Buffon répond, d'une part en protestant de la sincérité de sa foi, d'autre part en expliquant que les jours de la création ne doivent pas être pris au sens littéral. Il faudra attendre la toute fin du XIXe siècle pour que l'ancienneté géologique de la Terre soit enfin admise. Mais avec tout ça, nous ne savons toujours pas si les Égyptiens avaient une astronomie mathématique du temps des pharaons. Ben non, et nous ne le saurons sans doute jamais. Ah, s'ils avaient écrit sur de l'argile, comme les Mésopotamiens, au lieu de noircir ces papyrus dont il est resté si peu, l'histoire des sciences aurait été différente. Ou pas. Allez savoir.